De débat sur la RTB Radio. À vous de juger, Bénédicte Zoé Savadogo. Réalisation, Augustin Rapton. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de débat à vous de juger sur la RTB Radio. Le Burkina Faso célèbre cette année le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette célébration est placée sous le thème 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la construction de l'État-nation. Un anniversaire qui coïncide avec la commémoration du centenaire de notre pays. Votre émission de débat à vous de juger saisit justement l'opportunité de la conférence provinciale dont la première se tient à Koufela dans la province de Kouritenga pour animer un débat sur les différents panels. Il s'agira pour nous de faire un arrêt sur les 3 sous-thèmes émanant du thème central. Cette émission va donc s'articuler autour de 3 points. D'abord, la lutte des élites voltaïques en vue de la naissance de l'État postcolonial, leçon de patriotisme pour la jeunesse. Ensuite, l'accent sera mis sur la contribution des mécanismes traditionnels de gestion de conflits et à la consolidation de la cohésion sociale. Et enfin, en troisième partie, vous aurez la consolidation de l'État-nation burkinabé à l'épreuve des défis sociaux et sécuritaires, leçons et perspectives. Et pour en parler, je reçois pour vous professeur Albert Ouedraogo, qui était un des panélistes. Il a animé un panel sur le thème la contribution des mécanismes traditionnels de gestion de conflits à la consolidation de la cohésion sociale. Bonjour. Bonjour. Je reçois également le professeur Luc Marius Ibriga, qui est panéliste également. Lui, il anime un sujet sur la consolidation de l'État-nation burkinabé à l'épreuve des défis sociaux et sécuritaires, leçons et perspectives. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi le professeur Magloire Somé, qui est aussi panéliste. Il a animé sur la lutte des élites voltaïques en vue de la naissance de l'État postcolonial, leçon de patriotisme pour la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous tous pour la participation donc à cette émission. Nous allons commencer par votre sujet, professeur Magloire Somé, la lutte des élites voltaïques en vue de la naissance de l'État postcolonial, leçon de patriotisme pour la jeunesse. Dites-nous, comment on peut retenir un peu la lutte des élites voltaïques? Disons que la Haute-Volta, ancienne colonie française, a été créée le 1er mars 1919. Elle a été disloquée le 31 décembre 1932 et reconstituée le 4 septembre 1947. Et quand elle a été reconstituée, la lutte politique pour les indépendances avait déjà commencé. Disons que pour comprendre la lutte des élites africaines pour les indépendances, il faut remonter à la conférence africaine-française de Brazzaville de février 1944, où De Gaulle a fait un ensemble de promesses de libéralisation de la vie politique dans l'Empire français, puis de création d'infrastructures économiques pour lancer le développement économique et social des colonies. Et donc, après la guerre, il y a eu des réformes. Oui, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des réformes politiques. Des réformes politiques qui permettaient aux élites africaines de créer des partis politiques et de participer à la vie politique de l'Union française. L'Empire français ayant été transformé en Union française. Et une assemblée de l'Union française a été créée où les élites africaines qui étaient élues dans leur territoire devaient participer à la vie politique de cette Union française. C'est alors qu'un certain nombre de partis politiques ont été créés en Haute-Volta, ou disons en Haute-Côte d'Ivoire, plus exactement en Haute-Côte d'Ivoire, dès 1945. Donc en 1945, la Haute-Volta, c'était la Haute-Côte d'Ivoire. C'était la Haute-Côte d'Ivoire, puisque la Haute-Volta a été reconstituée le 4 septembre 1947. Voilà. Et donc, en Haute-Côte d'Ivoire, il est né l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, qui va devenir l'Union voltaïque après la reconstitution de la Haute-Volta en 1947. Il y a eu le Parti démocratique, qui était créé en Basse-Côte d'Ivoire et qui était représenté à Bobo-Dioulasso par Djibril Vinama. Il y a eu le Parti socialiste qui avait sa section à Bobo-Dioulasso également, qui était dirigé par un Sénégalais du nom de Abdou Kane Diop. Et il y a eu le Rassemblement pour la France, qui a été dirigé par le lieutenant Briard.
pour la Haute-Côte d'Ivoire et le capitaine d'Orange pour le Soudan français. À la réunification de la Haute-Volta en 1947, c'est le capitaine d'Orange qui, de Waiguya, va diriger donc le RPF. Mais c'est dès 1946 qu'est né un grand parti, le Rassemblement démocratique africain, créé à Bamako en octobre 1946 et qui sera représenté à Bobo Dioulasso par Ali Barrow. Nous avons un ensemble de partis politiques qui étaient créés soit par des Africains, soit par des Européens, qui étaient établis en Haute-Côte d'Ivoire ou au Soudan français. Donc de ce point de vue, comme c'était l'Union française, ils avaient la possibilité de créer des partis politiques pour participer à la vie de l'Union. C'est ainsi qu'on a élu des députés qui vont participer à la vie de l'Union française dès 1946. Et qui siégeait où? Il siégeait au Palais Bourbon en France. En France. Voilà, à Paris. Merci beaucoup pour cet éclairage-là. On ne va pas beaucoup rester sur l'histoire de cette lutte-là. On va s'arrêter un peu sur la jeunesse aujourd'hui. En tant que jeune aujourd'hui, quelle leçon de patriotisme pour la jeunesse burkinabé? Mais aujourd'hui, quelle analyse vous faites sur la jeunesse actuelle, professeur Ibriga? Je pense que ce pan de l'histoire du Burkina Faso est important pour la jeunesse dans la mesure où il montre l'attachement à la terre du Burkina et à la lutte pour la reconstitution du Burkina. Et je pense que c'est pour cela que ces derniers temps, il y a une nécessité de révisiter cette reconstitution du Burkina Faso et de montrer que, à cette occasion, l'ensemble des forces politiques se sont liguées pour que le Burkina Faso puisse être reconstruit. Du Burkina Faso en crise et malmené par les attaques terroristes, cette histoire peut nous inspirer pour véritablement défendre l'intégrité du Burkina Faso. Merci beaucoup, professeur. Professeur Ouedraogo, aujourd'hui, la jeunesse burkinabé peut-elle marquer notre histoire, l'histoire de demain, enfin d'aujourd'hui pour demain? Est-ce que la jeunesse peut marquer cette histoire? C'est clair que si cette jeunesse-là ne le faisait pas, elle aura complètement démérité. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que la jeunesse burkinabé ne va pas s'inscrire dans cette dynamique que les prédécesseurs ont eu à mettre en œuvre. Et la jeunesse a été de toutes les luttes de la Haute-Volta jusqu'à nos jours. Quand vous prenez l'insurrection, c'est la jeunesse qui était devant. Elle était devant, mais est-ce qu'elle a organisé, à la limite, est-ce qu'elle n'a pas été utilisée, manipulée? Vous avez les deux. Vous avez les deux. Il y a un moment donné, la jeunesse elle-même, elle prend conscience et puis elle décide d'agir. Et puis il y a des moments où justement elle est actionnée aussi par les politiques. Ça de tout temps, ça a été comme ça. Dans tous les cas de figure, ce sont les politiques qui quand même orientent la vie publique. Donc je pense que ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a appelé à la mobilisation de la jeunesse. Parce que quand le pays est en danger, c'est les jeunes qui doivent aller au front. Donc je pense que si les aînés retrouvent leur courage et leur patriotisme, il n'y a pas de raison que les jeunes ne puissent pas les accompagner. D'accord. Professeur Magloire Somé, si on vous demande aujourd'hui de voir les reproches que vous pouvez faire à la jeunesse, qu'est-ce que vous direz? Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que la jeunesse manque de repères. Elle manque de repères et par conséquent, une bonne partie de la jeunesse a versé dans l'incivisme parce que, de par la responsabilité quelquefois des anciens, et cette jeunesse a perdu les valeurs traditionnelles que beaucoup ne connaissent pas parce qu'on ne leur a pas enseigné ces valeurs-là. Et par conséquent, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la déviance. Et donc, de ce point de vue, on peut penser que depuis que les valeurs traditionnelles se perdent, depuis qu'au niveau de l'administration, l'intégrité et une gestion administrative qui soit une gestion rigoureuse à amener, donc la jeunesse à perdre ses valeurs et à devenir une jeunesse qui se cherche. Et c'est en cela qu'on voit beaucoup de jeunes qui se lancent dans des combats en dénonçant la corruption. Donc, quelquefois, ils prennent conscience qu'il faut qu'eux-mêmes, ils luttent pour qu'on retrouve un pays bien géré, afin que
leur avenir soit assuré. D'accord, merci beaucoup, professeur. Professeur Ibliga, professeur Tomé en parlait tout à l'heure, là, la jeunesse est sans repère. Est-ce que c'est la faute des aînés? Oui, pour moi, c'est la faute des aînés, dans la mesure où les aînés n'ont pas donné les repères. Parce que les aînés aussi peut-être ont été quelque peu acculturés et n'ont pas permis que les valeurs importantes qui existaient dans la Haute-Volta puissent continuer au Burkina Faso. Parce que si nos enfants ou nos petits-enfants n'emboîtent pas le pas des valeurs que nous avions en admiration, c'est parce que nous ne les avons pas éduqués dans le sens de ces valeurs. Oui. C'est parce qu'il y a eu une corruption des valeurs, parce que nous avons basculé dans une société individualiste, parce que nous avons politisé l'administration, que la courte échelle a été considérée comme la voie royale pour les jeunes. Et quand on est retourné au jeu politique, c'était été un moyen d'utiliser les jeunes pour gagner des élections, en leur faisant croire que ils pouvaient gagner leur vie, non pas par la sueur de leur front, mais simplement en suivant les uns et les autres. Et ça, je pense qu'il y a une grande responsabilité de la génération qui est actuellement au pouvoir. D'accord. Professeur Ouedraogo, dites-nous, à votre avis, à quel moment il y a eu le dérapage? Professeur Ibriga en parlait, la responsabilité c'est les aînés. Il y a eu certainement un dérapage. Et ça s'est situé à quel moment à votre avis? Le dérapage est né de façon progressive. C'est triste à dire, mais la période révolutionnaire aussi y a été pour quelque chose. Parce qu'à cette période-là, on était arrivé à une inversion des valeurs. On a vu des jeunes à qui on a donné le plein pouvoir de vilipender, d'injurier, de malmener les aînés, et en leur faisant comprendre qu'en réalité ils étaient pourris. Donc on a montré que la jeunesse, elle avait toutes les valeurs, et donc les anciens, c'est vrai que parmi il y a des anciens, il y a certains quand même qui n'étaient pas à la hauteur, mais de là à penser que tous les anciens sont à mettre dans le même panier, cela a créé quand même une certaine cassure. Et même dans l'armée, on a vu des 100 grades qui imposaient leur ordre à des gradés, à des colonels. Donc à partir de ce moment-là, quand la discipline qui est la force de l'armée n'est plus respectée dans l'armée, et quand on voit un système comme le système militaire a tendance à aller à volo, parce que les accointances politiques ont fait que on n'a pas besoin d'avoir tous les grades pour pouvoir s'imposer aux autres. Ça a désorganisé quand même sérieusement l'armée. On l'a vu aussi dans la fonction publique, on a vu dans l'enseignement, où on nous disait même qu'on n'a pas besoin d'un certain qualificatif pour être enseignant. On a chassé des enseignants pour faire des grèves. Donc tout ça, l'un dans l'autre, effectivement, il y a eu une remise en cause de la hiérarchie sociale, et puis il y en a qui ont gravé les échelons à partir justement de cette remise en cause, et du coup on a assisté un peu à une certaine inversion des valeurs. Et on a pensé que la politique était la meilleure échelle pour pouvoir combler un certain nombre de déficits. Et du coup, la mauvaise politique est devenue le jeu de tous les arrivistes. Et du coup, on a eu une image de la politique qui consiste à se servir et non pas à servir. Merci beaucoup, professeur Ouedraogo. Aujourd'hui, quelles leçons de patriotisme faut-il tirer à partir de la lutte des élites voltaïques, professeur Somé? Les élites voltaïques des années 40-50 ont montré d'abord un attachement à la mère patrie. Elles ont défendu les populations qui étaient exploitées sous le régime colonial par le régime de l'indigénat. Et donc ces élites se sont engagées à lutter d'abord pour qu'on abolisse le régime de l'indigénat. Et le régime de l'indigénat a été aboli par la loi Houphouët-Boigny du 11 avril 1946. Et ensuite, ces élites ont lutté pour que l'on mette en place l'infrastructure économique de base. Il est vrai que De Gaulle avait promis, mais tant que les élites ne mettaient pas la pression pour que l'on crée l'infrastructure économique de base, la France ne s'empressait pas de venir créer cette infrastructure. C'est en cela que les élites ont montré qu'elles étaient attachées à leur terre
qu'elle défendait la population africaine et que, bon, elle a souhaité que le colonisateur, en assouplissant sa politique, que le colonisateur crée quand même quelque chose avant de partir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Professeur Ivoria, qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous? Je pense que ce que ces dévanciers peuvent transmettre à cette jeunesse et ce sur quoi la jeunesse doit méditer, c'est le sens élevé de l'État que ces dévanciers avaient et le sens de servir l'État avant toute chose. Et rappelez-vous que ce sont ces dévanciers, la plupart qui étaient aux affaires, et qu'au Burkina Faso, nous avons eu un président en exercice qui a été mis en ballotage alors que l'élection était organisée par le ministère de l'Intérieur. Imaginez-vous que au service des bourses, ceux qui avaient à gérer les bourses du Burkina Faso les géraient de manière objective en donnant les bourses aux méritants et en fonction de règles objectives. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir parce que les audits que nous avons eu à faire au niveau du service des bourses a montré qu'il y avait un quota de bourses à la disposition du ministre de l'enseignement supérieur et qu'il pouvait donner normalement aux étudiants les plus méritants et qui étaient les plus nécessiteux. Mais quand on a fait l'audit, on s'est rendu compte que ceux qui bénéficiaient de ces bourses n'étaient pas ceux dont les parents étaient les plus nécessiteux et pas ceux qui avaient les meilleurs moyens. Et donc, la SELC a fait une recommandation pour demander à ce que ces bourses-là soient reversées dans le quota pour qui passe devant la commission d'attribution. Parce que nous avons perdu véritablement le Nord. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, si ça avait été géré de cette manière, je ne sais pas si peut-être nous trois qui sommes ici, nous aurions été à l'université et pouvoir faire un doctorat. C'est ça. Et donc, recadrer un peu les choses. Voilà, donc le sens de l'État et le sens du bien commun, c'est une des valeurs qui nous ont léguées. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on a fait, les jugements des PPR, ce qu'on reprochait à ces gens, quand on regarde aujourd'hui, je crois que c'était vraiment insignifiant, c'est que les gens qui ont fait près de 40 ans de vie politique, on leur reproche qu'ils aient une villa et qu'ils aient quelque chose, alors qu'il y en a qui, à moins de 10 ans de vie politique, c'était leur milliard. Donc, le sens élevé de l'État, la responsabilité, professeur Ouedraogo, au-delà de cet aspect-là, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Non, il faut surtout remarquer que les élites des indépendances avaient quand même une certaine fierté à défendre, un certain devoir et une certaine intégrité qui faisait que les gens préféraient une certaine misère qu'un enrichissement rapide. Et les gens étaient habités par un esprit de sacrifice et n'étaient pas vraiment orientés vers le lucre, vers l'avoir. Malheureusement, ces valeurs-là ont changé. On a plus le sens du sacrifice. On veut tout de suite se remplir les poches et on veut plus passer pour le dernier de la classe par un travail assidu. Et donc on passe par la courte échelle afin de se faire valoir. Et c'est vraiment dommage parce que les Burkinabés étaient vus à l'extérieur comme des personnalités qui avaient une moralité, qui refusait la corruption, les détournements. Donc c'était des valeurs positives. Malheureusement, je crois que ça c'était encore ceux qui sortaient du monde rural. Et aujourd'hui, on est plus dans le monde urbain. Et donc, on a été pris par le lucre et le goût de la facilité. Et qui fait qu'aujourd'hui, ces valeurs voltaïques-là sont devenues désuètes. C'est ça. Merci beaucoup, professeur. On va s'arrêter maintenant pour la deuxième partie de cette émission, la contribution des mécanismes traditionnels de gestion de conflits à la consolidation de la cohésion sociale. Et c'est vous, professeur Albert Ouedraogo, qui avez animé ce panel-là. Dites-nous, quels sont les mécanismes traditionnels de gestion de conflits? Il y en a beaucoup, à savoir, quand vous prenez les 60 groupes ethniques du Burkina, chaque groupe a développé un certain nombre de mécanismes qui permettent justement d'anticiper et de gérer les conflits, parce que le vivre ensemble est quelque chose de pas toujours évident.
Et donc gérer les conflits, c'est vraiment une activité, je dirais, qui a toujours préoccupé les sociétés. Donc quand vous prenez des institutions comme la parenté, que ce soit la parenté biologique ou la parenté à plaisanterie, que ce soit les mariages, que ce soit les corps de métier tels les forgerons, les griots, les wemba. Wemba, c'est quoi? Wemba, c'est une femme d'extraction royale qui est habilitée à demander les grâces royales. Vous la retrouvez dans le royaume de Ouagadougou et dans le royaume de Boussouma. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un est condamné à mort, la Wemba a la capacité d'intervenir et de surseoir à la condamnation. Donc, cette Wemba-là, par exemple dans le Boussouma, elle ne doit pas se marier. T'as dit qu'elle est au service du chef ou bien c'est quoi? Non, elle a son propre service, elle ne se marie pas. Mais elle peut avoir des relations avec d'autres hommes. Ah, de la cour? Elle a toute liberté. Okay. La liberté sexuelle lui est assurée. Alors que les autres femmes, si elles le faisaient, on les aurait exécutées. Ah. Oui, mais elle peut avoir des enfants. Personne ne se pose la question de savoir comment elle a eu les enfants. Je ne sais pas qui sont les pères. Non, ce sont ses enfants. C'est ça. Parce qu'elle est d'extraction royale. Okay. Voilà. Donc la Wemba, elle est aussi celle-là qui est seule à pouvoir intervenir en cas de colère du chef. Et donc à Ouaga, vous avez, c'est le chef de Wemtenga qui est devenu un homme, sinon à l'origine c'était une femme. Ah, d'accord. Voilà, c'était une femme. D'où vient le nom Wemtenga? D'où vient le nom Wemtenga? Et c'est le Wemtenga Naba. Mais au Boussouma, c'est toujours une femme jusqu'à nos jours. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Dites-nous, professeur Ibriga, est-ce que les mécanismes dont a parlé professeur Drago tout à l'heure là sont pareils? Il a dit quelque peu, chaque communauté a développé un peu ces mécanismes. Est-ce qu'on a une soixantaine de mécanismes? Parce qu'on a plus de 60 communautés. Oui, mais le problème qui se pose à nous, c'est le fait que nous puissions ainsi nous approprier ces mécanismes et les évaluer pour pouvoir les utiliser. C'est difficile à faire? Non, c'est pas difficile à faire, mais ça suppose que nous connaissions ces mécanismes. Or, le problème, notre constitution nous dit que la loi doit intégrer les valeurs positives de nos coutumes. Oui. Mais le problème, c'est que ça suppose un travail de connaissance de nos sociétés, travail qui aujourd'hui n'est pas valorisé. Je prends simplement le cas de l'UFR et JP. Aujourd'hui, nous n'avons pas un enseignement assez profond de l'anthropologie juridique. C'est enseigné en 3e année. On fait simplement 25 heures ou quelque chose, 30 heures d'anthropologie juridique, puis c'est fini. Et comment on veut que les juristes burkinabés pensent et réfléchissent sur le droit burkinabé. Et ça, c'est là la limite. Et à qui la faute? C'est la faute aux gouvernants qui ne mettent... Et à vous aussi les enseignants, oui, non? Oui, aux gouvernants et aux enseignants. Je ne dédouane pas les enseignants. Parce que, actuellement, par exemple, il n'y a personne. Il n'y a pas d'étudiants, à part l'étudiant du professeur Albert Ouedraogo qui actuellement fait une thèse sur les questions traditionnelles. Mais il n'y a pas d'étudiants qui travaillent en anthropologie juridique pour qu'on puisse ouvrir un département d'anthropologie juridique. Or, c'est indispensable. Oui. Professeur Magloire Sommé, est-ce que ces mécanismes-là peuvent véritablement résoudre des crises dans notre pays? Avant de répondre à cette question, il faut que je dise que nous avons reculé par rapport au colonisateur lui-même. Ah bon? Parce que le colonisateur, en fonction du code de l'indigénat, avait un dualisme juridique. Il y avait le droit français qui régissait les colons, qui étaient donc dans l'empire colonial. Et il y avait le tribunal coutumier qui était chargé de juger les affaires relevant des Africains. Et les musulmans ont pu revendiquer, obtenir, à l'horizon 1910, un droit musulman. Voilà. Et donc, il y avait donc un droit pour les Français, un droit pour les Africains et un droit pour les Africains musulmans. Oui. Voilà. Alors, et le colonisateur français a même fait des enquêtes pour connaître comment nous jugeons les gens. De telle sorte que, quand on prend le pays Mossi, ils ont réuni un fascicule qui s'appelle Coutumier du pays Mossi. Et quand vous lisez le Coutumier du pays Mossi, c'est le droit Mossi qui ressort dans ce coutumier-là. Et ce coutumier du pays Mossi a été édité en 1929. Wow. Vous comprenez? Alors, au jour d'aujourd'hui,
nous avons abandonné le tribunal coutumier et nous sommes régis uniquement par le droit positif. Alors donc, si nous sommes régis uniquement par le droit positif, ça veut dire que nous sommes en train d'abandonner les mécanismes traditionnels. Voilà, nous abandonnons les mécanismes traditionnels. Et donc, pour retrouver ce mécanisme traditionnel, c'est comme l'a dit Ibriga tout à l'heure, il faut créer une filière en droit qui permette de retrouver ça, l'anthropologie juridique. Si on ne va pas dans ce sens, même si vous mettez en place des tribunaux coutumiers, les gens vont divaguer. Et les gens vont condamner les délictueux, par exemple, sur des bases qui ne sont pas forcément traditionnelles. Alors donc, cela est quelque chose de très important. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre ces valeurs et nous devons réagir. Et c'est des valeurs qui pouvaient véritablement aider à gérer des conflits. Justement. Et dans l'exposé, je crois que le professeur Albert Ouedraogo a parlé de la paresse, si ce n'est pas lui, c'est Ibriga, qui a parlé de la paresse intellectuelle de l'élite africaine qui n'a pas réfléchi sur le système politique africain. Nous avons copié-collé le système occidental. Alors donc, c'est l'État colonial dans sa continuité, avec maintenant l'abandon des règles même de gestion de l'administration. Donc c'est l'État colonial perverti qui aujourd'hui régit notre administration. Alors donc de ce point de vue, nous avons un sursaut. Celle que, d'abord au niveau des élites, des universitaires, que nous retrouvions nos racines à travers la recherche. Ça c'est le grand défi. Voilà. Et que, après avoir retrouvé nos racines au travers de la recherche, que nous puissions faire des propositions aux politiques pour des réformes politiques afin d'avoir un État qui nous ressemble. Voilà. Ok. Vous savez, Ouedraogo, est-ce que c'est faisable? C'est tout à fait faisable et je pense que de ce point de vue, l'État a failli. Parce que quelque part, c'était l'État qui devait intimer l'ordre pour que les universités s'inscrivent dans certaines dynamiques. En disant, si vous voulez que votre recherche soit financée, je voudrais que vous fassiez ça, vous fassiez ça. Nous devrions faire en sorte que notre système juridique soit alimenté par les réalités du pays. D'accord. Merci beaucoup, professeur Ouedraogo. Professeur Ibriga, si on vous demande aujourd'hui de nous dire, par exemple, les différents mots qui minent la cohésion sociale, qu'est-ce que vous direz? Les différents mots qui minent la cohésion sociale aujourd'hui, c'est la question de la perte des valeurs. Et je pense que c'est ça qui a été pris en compte dans le projet de constitution de la Ve République, en disant que nous devons constitutionnaliser un certain nombre de valeurs qui permettent aux juges de pouvoir sanctionner le non-respect de ces valeurs. Vous parlez de quoi comme valeurs? Vous prenez par exemple les valeurs d'intégrité, les valeurs de solidarité, les valeurs du respect de la parole donnée. Ce sont des valeurs qui sont du bien public aussi. Du bien public et qui sont des éléments importants et qui étaient, comme a dit le professeur Albert dans sa communication, les tréfonds de nos sociétés. Parce qu'il y avait la peur de Dieu. Il y a la croyance en Dieu qui suppose que par rapport au bien public, on ne s'amuse pas avec cela. Et c'est ça qui avait fait que les premières élites qui avaient été éduquées dans ces valeurs-là ont respecté ces valeurs dans un premier temps. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à ce qu'au moment où on voulait changer le nom de Burkina Faso, on a dit la patrie des hommes intègres. Donc, ça veut dire que ce sont des valeurs importantes qu'il faut respecter. Mais pour ça, ça suppose que nous, aujourd'hui, nous fassions une lutte acharnée contre l'impunité et que nous inscrivions la pédagogie de l'exemple qui veut que ce sont ceux qui sont dans le cadre de la gestion de la chose publique qui donnent l'exemple. Pour ça, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux rebondir à ce que Luc vient de dire. La sanction a un but pédagogique. La sanction, c'est pour donner l'exemple et pour dissuader tous ceux qui seraient prêts à commettre les mêmes torts ou des torts similaires de ne plus le faire. Parce que si on vous sanctionne, vous allez perdre une partie de votre liberté, sinon vous perdez totalement votre liberté. Et donc, de ce point de vue, l'impunité a fait de telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout se négocie. Vous comprenez que une société où tout se négocie, ça veut dire que si vous avez tort, vous allez négocier pour qu'on ne vous sanctionne pas. Et si on ne vous sanctionne pas, il y a le voisin qui a vu que vous avez fauté et puis on ne vous a pas sanctionné. Lui aussi, il va emprunter la même voie. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons mis au devant de nos valeurs traditionnelles des valeurs importées. Par exemple, les religions universelles sont devenues les religions qui orientent la morale de chacun de nous.
De telle sorte que même ceux qui se disent les gardiens des traditions, ils sont tous convertis, soit à l'islam, soit au christianisme. Et ils prétendent défendre les valeurs traditionnelles. Vous comprenez qu'il y a une confusion quelque part. Oui. Donc de telle sorte que ces religions qui enseignent l'unicité de Dieu, mais qui enseignent la fraternité à l'intérieur de la seule religion, fait que de l'intérieur de ma religion, je regarde l'autre comme étant un ennemi. Et donc, de plus en plus, on va monter l'intolérance religieuse. Il est vrai que l'islam a existé depuis le Burkina Faso depuis le 15e siècle. Le christianisme est arrivé depuis 1900. Mais il y avait quand même une sorte de cohésion entre donc musulmans et chrétiens. Mais de plus en plus, cette cohésion est brisée parce qu'il y a des gens qui ont fréquenté des écoles où on a enseigné des valeurs d'intolérance. Ce qui fait que quand ils sont revenus, ils ne peuvent plus tolérer celui qui n'est pas avec eux, celui qui n'est pas le frère. Voilà que nous sommes dans une situation où la cohésion sociale est brisée et où donc ces valeurs traditionnelles africaines qui faisaient que même quand on était chrétien, on tolérait le musulman, même quand on était musulman, on tolérait le chrétien. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre ces valeurs-là. Et c'est ça qui est très dangereux. Est-ce que vous voulez nous dire que le manque de cohésion sociale est quelque peu lié à ces religions révélées? À des tendances extrémistes. Des religions révélées. De ces religions révélées. Voilà, les tendances extrémistes. Bon, vous savez que toute religion est un concentré de paix et de violence à la fois. Toute religion étant un concentré de paix et de violence. Donc, on prêche la paix quand il le faut, mais on est prêt aussi à dégainer quand il le faut au nom de la paix. Alors, donc, Professeur Ouedraogo, vous êtes d'accord avec ça, mais je vous donne la parole tout à l'heure, vous avez réagi. Mais oui, dans toutes les religions, comme il a dit, il y a de la violence. Hein. Oui. Ne serait-ce même que les sacrifices liturgiques, il y a de la violence, il y a la mort, il y a le sang. Et surtout quand on rentre dans le sectarisme, quand on pense que sa religion est la meilleure et que tous ceux qui ne sont pas de votre religion sont des mécréants, c'est grave. Et alors qu'en réalité, quand vous regardez, toutes les religions prêchent l'amour de l'autre. Mais quand la religion commence à téter aux mamelles de la politique, là, à ce moment-là, les hommes de Dieu deviennent des hommes de Satan. Donc quand la politique s'en mêle, il y a souci dans la religion. Absolument, absolument. J'ai jamais vu un religieux faire la politique et sortir indemne. Que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam. Les guerres saintes ont toujours été faites par des hommes de Dieu. Alors que dans leur livre sacré, on dit de ne pas tuer, mais ils sont prêts à tuer lorsqu'ils rentrent dans le fanatisme. Je pense que quelque part, nous devrions, je crois, croire en Dieu, mais sans pour autant devenir des fanatiques. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Conseil, vous voulez ajouter quelque Oui, chose? je dirais que c'est le fait des religions monothéistes. Parce que si on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu-là, on est dans la vérité, en ce moment, il y a au départ exclusion. Alors que quand vous regardez nos religions traditionnelles, c'était des religions délocalisées. La famille a son hôtel. Il n'y a pas un hôtel pour tout le monde. Il y a l'hôtel qui est pour tout le monde, c'est le chef qui le fait, mais c'est délocalisé et on ne voit pas pourquoi on va tuer quelqu'un parce qu'il ne vient pas adorer votre hôtel. Mais nous retrouvons cela dans les religions qui considèrent qu'elles sont les seules qui mènent à Dieu. Aujourd'hui, on parle de l'islam. Les historiens sont bien placés pour nous montrer comment la religion chrétienne a été une des plus violentes. Donc, c'est vous dire que, de ce point de vue, il faut que nous considérions que la voie qui était la nôtre, de considérer que même si Dieu, il est unique, les voies pour arriver à lui sont multiples, c'est ça qui faisait que, dans nos sociétés, nous étions prêts à accepter l'autre qui pensait autrement. C'est cette culture-là. Mais une fois qu'on sort de cette culture et on dit que la seule voie pour y arriver, c'est Jésus-Christ ou c'est Mohamed, mais en ce moment, l'exclusion est déjà là. Merci beaucoup, professeur Epriga. Au regard de tout ce que vous avez dit, professeur Ouedraogo, comment on peut aujourd'hui consolider la cohésion sociale? Mais il faut qu'on commence à s'aimer. Comme on dit en Morée, que celui qui s'aime ne peut pas détester les autres. Malheureusement, ces derniers temps, on a trop de rancœur, on a trop de méchanceté les uns envers les autres. Il nous faut de plus en plus travailler à considérer que le Burkina est unique et indivisible et que nous gagnerions à terre nos petites divergences pour regarder ce qui est très important. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas bloc
contre le terrorisme, nous allons disparaître en vivant comme des idiots. Il faut qu'on ait la grande intelligence de voir que si vous voyez qu'il y a des lézards dans une maison, c'est parce que la maison présente des fissures. Donc aujourd'hui, le Burkina présente beaucoup de lézards. Donc il faut travailler à boucher les lézards et à construire un mieux vivre ensemble. Et nous pourrions faire face à l'adversité. Merci beaucoup, professeur Ouedraogo. Professeur Somé. Oui, il faut pouvoir enseigner la tolérance, c'est-à-dire accepter l'autre dans sa différence. Tant qu'on ne pourra pas accepter l'autre dans sa différence, on sera là à se regarder en chien de faïence. Et donc, on sera prompt à se rentrer dedans. C'est ça. Donc, de ce point de vue, nous avons besoin de ce élan de tolérance-là pour pouvoir nous accepter. Parce que, comme le dit la parabole de la tour de Babel, on ne sera jamais la même chose. Vous comprenez? Même après avoir converti tout le monde au christianisme, on verra des différences. Après avoir converti tout le monde à l'islam, on verra des différences. Donc, la parabole de la tour de Babel veut dire que nous sommes une diversité. Et nous devons nous accepter dans cette diversité-là et converger ensemble vers le même Dieu. Donc, c'est en cela qu'il pourra y avoir la tolérance. Si ce n'est pas comme ça, on ne pourra pas avoir la cohésion sociale. Professeur Ibriga, est-ce qu'on peut espérer voir un Burkina Faso et un nom avec une bonne cohésion sociale? Oui, je pense que cela est possible. Il suffit seulement de nous regarder ce que nous étions hier et ce que nos dévanciers ont eu à faire pour montrer que nous devons avoir au moins la fierté de dire que nous allons faire mieux qu'eux. Vous prenez par exemple au Burkina Faso, il n'y a pas longtemps, pour les fêtes de fin d'année, le voisin chrétien allait remettre ses poulets et son mouton au voisin musulman pour qu'il l'égorge, afin que tout le monde puisse participer. À la fête musulmane, on servait le voisin chrétien. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on considère que non, vous servez le voisin musulman, vous allez retrouver votre nourriture dans la poubelle. C'est dommage. Et donc, ça veut dire que, de ce point de vue, nous avons régressé. Et donc, il faut que nous arrivions à avoir cette tolérance. Nous ne pouvons pas ergoter tous les jours sur la démocratie, alors que l'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est l'acceptation de la différence. Merci beaucoup, professeur Ibriga. Je reste avec vous. On va commencer la troisième partie de cette émission, la consolidation de l'État-nation burkinabé à l'épreuve des défis sociaux et sécuritaires, leçons et perspectives. Aujourd'hui, comment on peut définir l'État-nation? D'abord, si vous pouvez définir l'État, ensuite la nation, et puis après les deux notions. Oui, je pense que l'État, dans sa définition, c'est une personne morale de droit public, territoriale et souveraine. Ça, c'est la définition juridique. Sociologiquement, c'est un ensemble d'hommes qui vivent sur un territoire sous la responsabilité d'une autorité. La nation, dans une première définition de la nation, c'est une communauté humaine qui partage une même histoire, une même culture et une même langue. Mais aujourd'hui, on se rend compte avec la constitution des États que la nation n'est pas toujours une construction avec une unicité, mais que nous avons des États plurinationaux et que la nation maintenant prend un tour politique qui est le fait qu'on accepte de vivre ensemble. Et de ce point de vue, l'État-nation, c'est une coïncidence entre la nation et l'État, dans la mesure où l'État est venu se greffer à une nation qui a été constituée. Or, aujourd'hui, le Burkina Faso notamment n'est pas un État-nation. Le Burkina Faso est un État plurinational et actuellement, on le définit comme étant une proto-nation. C'est-à-dire c'est une nation en construction sur la base de l'idée que le vouloir vivre ensemble de plusieurs nationalités doit se constituer pour que, à terme, on ait une identité burkinabé. Pour l'instant, nous n'avons pas une nation burkinabé, dans la mesure où, quand vous prenez les Burkinabés, ils sont plus orientés vers leur ethnie, leur village, que vers l'État burkinabé. Il n'y a que à certains moments, quand il y a un match de football ou quand il y a une adversité, que l'on sent l'élan vers la nation burkinabé. Voilà pourquoi je pense que aujourd'hui, l'adversité dans laquelle nous sommes aujourd'hui doit contribuer au renforcement de la nation burkinabé. Quand vous parlez par exemple de plurinationalité, vous faites allusion aux différentes ethnies du Burkina? Oui, on sait bien que le découpage colonial n'a pas respecté les nations. Nous le voyons tous les jours.
Il suffit seulement de prendre du côté de Pau, vous avez des Gouroussi qui sont au Ghana. Et du côté de Léo, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et donc, ces nations-là ont été divisées. Et aujourd'hui, il faut que l'on construise la nation dans le cadre de l'État. Donc, c'est l'État qui doit construire la nation dans son idée, non pas que nous avons une culture commune et une langue commune, mais que nous avons un vouloir vivre ensemble qui va se renforcer au point où nous allons nous identifier à l'État burkinabé. D'accord, merci beaucoup professeur Ibriga. Professeur Somé, professeur Ibriga parlait tout à l'heure de l'adversité qui pourrait être un peu comme la vision commune de tout le peuple pour en faire un État-nation. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, disons que l'État-nation, c'est une construction, comme il a dit, parce qu'il y a deux entités que l'on met ensemble. Alors, l'État étant historiquement une entité qui se construit par le jeu de la conquête. Il peut avoir un petit noyau étatique quelque part qui est né des institutions d'une nation. Et cette nation, à partir du moment où elle est bien organisée, elle a des capacités guerrières, elle va s'imposer à d'autres nations. Et donc c'est ainsi que naissent les royaumes et ensuite les empires. Mais pour que ces États plurinationaux puissent tenir, il y a deux facteurs qui permettent que ça tienne. Le droit qui permet que, et à travers les institutions, tout le monde s'y reconnaisse. Et le droit s'impose à tous dans le même État. Puis ensuite, il y a l'éducation. Il y a l'éducation qui permet que tous ceux qui sont du même ressort territorial aient le même enseignement et qu'ils aient le sentiment d'appartenance au même État. Et donc, c'est ainsi que, progressivement, on peut sortir de la notion de micronationalité pour adhérer à la notion d'un État qui était plurinational, mais qui peut tendre à devenir une sorte d'État-nation. Voilà. Donc, de ce point de vue, comme c'est une construction, il faut qu'il y ait des efforts de part et d'autre. Mais il faut que ceux qui vivent à l'intérieur du même État aient la volonté commune de se mettre ensemble pour construire l'État-nation. Autrement dit, s'il n'y a pas cette volonté commune, si chacun pense Mouaga avant de se penser burkinabé, Lobby Dagara avant de se penser burkinabé, jamais on ne construira notre État-nation. Professeur Ouedraogo, est-ce que vous êtes de cet avis? Deux notions, le droit et l'éducation, est véritablement la volonté d'appartenir à un même pays, à une même nation. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui, bien sûr, parce que si on n'a rien en commun, si on ne pense pas qu'on a un passé commun et qu'on se projette vers un avenir commun, c'est comme un mariage, on n'a rien à faire ensemble. Donc, être burkinabé, c'est aussi ça. Reconnaître la couleur du drapeau, reconnaître l'hymne national et vibrer quand le pays va très bien et avoir mal quand le pays va très mal. Ça veut dire quelque part on a du ressenti par rapport à la patrie. Donc de ce point de vue, souvent c'est le passé même qui nous aide à consolider. Quand on a traversé des difficultés ensemble, ça crée l'appartenance au pays et ça permet de s'identifier. J'aime souvent dire que le Burkina, c'est un peu comme la métaphore de la tortue, à savoir que la tortue a dit qu'il a fallu qu'elle rougisse l'œil contre le bon Dieu, parce qu'à la création, le bon Dieu voulait faire d'elle une pierre, et que la transformation même avait déjà commencé, et le dos était déjà devenu des pierres, et lui il a rougi l'œil contre le bon Dieu, il a arrêté net. C'est ça qui a fait qu'il n'est pas devenu caillou. Donc le Burkina a dû rougir l'œil pour ne pas disparaître. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Professeur Ibriga, dites-nous, face aux défis sécuritaires, comment on peut emmener le peuple burkinabé à avoir une seule et même vision, à rechercher l'intérêt supérieur de la nation? Vous l'aviez dit, l'adversité doit nous amener à regarder ensemble, mais comment? Disons que pour cela, ça suppose que nous résolvions un certain nombre de problèmes en amont. Et un des problèmes importants, c'est la question de la citoyenneté. Si nous n'avons pas un sens élevé de la citoyenneté, il nous sera difficile de regarder dans le même sens. Parce que ça suppose que nous pensons que nous avons notre mot à dire et nous devons nous engager pour faire en sorte que le Burkina Faso existe. Si nous n'avons pas cette idée que nous pensons que c'est d'autres qui vont venir défendre le Burkina Faso,
comme beaucoup le pensent, en croyant que des soldats français vont venir mourir pour les Burkinabés. Jamais. En ce moment, nous sommes perdus. Il faut également que notre État soit un État pour le Burkina Faso. Et c'est pour cela que j'ai dit il faut qu'on rende notre État indigène. Parce que quand les gens ne se retrouvent pas dans l'État, comment voulez-vous qu'ils acceptent de mourir pour l'État? Comment voulez-vous qu'ils s'investissent pour l'État quand ils ne sentent pas l'État dans leur vie de tous les jours? Donc, il y a ces changements à faire. Et il faut aussi que nous acceptions que nous avons peut-être échoué quelque part, regarder nos échecs en face pour pouvoir construire quelque chose de positif demain. Sinon, nous risquons fort d'oublier que nous avons besoin d'être ensemble, nous réconcilier. Nous réconcilier, c'est véritablement considérer que nous appartenons tous au Burkina Faso et que nous devons pouvoir accepter nos différences pour que le Burkina Faso existe. Merci beaucoup, professeur Ibega. Professeur Somé, la consolidation de l'État-nation à l'épreuve des défis sociaux et sécuritaires. Aujourd'hui, quels enseignements on peut tirer? Au jour d'aujourd'hui, nous avons le devoir de consolider parce qu'il y a un effritement de l'État-nation. Il y a une sorte de désagrégation de l'État-nation. Et donc, comme il y a une sorte de désagrégation de l'État-nation, il nous faut retrouver des ressorts pour pouvoir le consolider. Et pour pouvoir le consolider, il faut que, au-delà de la réconciliation, il faut que on revienne à une gestion rigoureuse de l'administration publique. Au-delà de la gestion rigoureuse de l'administration publique, il nous faut un engagement de tout le monde. Un engagement de tout le monde à construire l'État-nation. Il ne faut pas penser que c'est du dehors qu'on construira. Joseph Kizerbo disait, on ne développe pas autrui, on se développe. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit autrui qui vienne du dehors nous aider à nous réconcilier. C'est nous-mêmes qui devons savoir que nous avons des défis à relever et que nous avons ce territoire-là qui est le nôtre. On n'a pas deux territoires, on a un seul territoire qui est le nôtre. Et le développement de ce territoire dépend de nous-mêmes d'abord. Si ce n'est pas cela, on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est en cela que nous devons dépasser toutes nos divisions pour pouvoir nous retrouver ensemble et construire l'État-nation. En 1914, par exemple, quand l'Allemagne a attaqué la France, le président français Raymond Poincaré a lancé l'appel à l'union sacrée. Et du coup, l'opposition a tué l'opposition. Son opposition au pouvoir en place. Les syndicats ont cessé les revendications. Et tout le monde s'est levé comme un seul homme pour lutter contre l'ennemi. Et après 1919, on a vu que l'opposition a repris ses activités d'opposants. Et puis les syndicats ont ressorti leur plateforme pour revendiquer. Bon, donc c'est ce défi-là que nous avons au jour d'aujourd'hui. Voilà, que l'on se dise que personne n'a à gagner, personne n'a aucun intérêt à tirer de cette situation. Donc c'est nous tous qui devons nous mettre ensemble pour vaincre l'ennemi. Et après qu'on aura vaincu l'ennemi, il faut maintenant qu'on règle nos comptes ici. Voilà, qu'on règle nos comptes personnels après avoir vaincu l'ennemi. D'accord. Pour ça, votre travail, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Somé quand il dit qu'il faut vaincre l'ennemi avant de régler nos problèmes personnels? Oui, il y a un proverbe qui dit quand la pluie vous bat, évitez de vous battre. Tout à fait. Les uns les autres. Nous avons suffisamment de défis à relever et la stratégie militaire consiste à faire en sorte qu'il y ait une union pour ne pas disperser ses forces dans la bagarre. Aujourd'hui, moi je me surprends souvent à voir avec effarement certains Burkinabés qui sont heureux de voir d'autres Burkinabés dehors. C'est dommage. C'est vraiment triste. Et je dis, mais c'est jamais bon signe. Quand vous êtes même un homme de foi, vous savez chaque fois que quelqu'un est dehors, mais c'est un danger potentiel. Pour toutes les raisons. Parce que la personne qui est dehors et qui aurait dû être dedans est déjà dans une position d'inconfort. Donc vous faites accumuler autour de l'extérieur un certain nombre de rancœurs. Donc nous gagnerons justement à faire en sorte que tous les Burkinabés qui voudraient rentrer puissent rentrer. Vous lancez un appel là? Eh bien oui, que tous les Burkinabés qui veulent rentrer puissent rentrer, parce que quelque part, c'est pas en continuant à dire que personne ne les a chassés que nous les appelons. Nous savons très bien que s'ils sont partis, c'est qu'ils se sont reprochés des choses. Et si nous continuons à ignorer cela,
mais nous les encourageons à y rester. Donc il faudrait qu'il y ait des actes concrets, qu'il y ait des actes d'apaisement, qu'il y ait des démarches qui puissent montrer que nous avons tous besoin les uns les autres pour construire ce pays-là et surtout pour créer les conditions d'un véritable apaisement des cœurs. Parce que si déjà même on arrivait à apaiser ce front-là, on pourrait se dire, mais peut-être qu'on commencerait à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on suppute. On ne sait pas d'où viennent nos ennemis. On ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Parce que quand il y a beaucoup de fronts, vous êtes obligé de ne pas savoir à quel sein se vouer. Et vous risquez d'être un peu paranoïaque en pensant que tout le monde vous en veut. Alors que nous avons la possibilité de créer les conditions d'une trêve. On parle de trêve, mais il faut qu'on travaille vraiment à avoir une véritable trêve sociale pour repartir de plus belle. D'accord. Merci beaucoup, professeur Gaogo. Professeur Ibriga, professeur Gaogo en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut véritablement poser des actes concrets d'apaisement dans le but de construire l'État-nation? Oui, c'est ce que je disais dans mon propos. Pour qu'il y ait la réconciliation nationale, il y a ceux qui s'estiment avoir raison doivent sublimer leur raison pour accepter l'autre. Ceux qui sont considérés comme ayant des torts, qui ont des torts, doivent avoir l'humilité de reconnaître le tort. Sinon, on construit sur du sable et les mêmes causes produisent les mêmes effets. On risque fort, au lieu de résoudre le problème, de simplement de l'escamoter et il va revenir avec force. Donc, je dis, c'est l'acceptation de la différence. L'acceptation de la différence est un élément fondamental pour montrer que l'autre, bien que différent que moi, doit pouvoir exister. Et en ce moment, s'il est burkinabé, il n'y a que le Burkina Faso pour lui. Et normalement, l'État burkinabé est censé le protéger là où il est. Merci beaucoup, professeur Ibriga. À la fin de ce débat-là, est-ce que chacun d'entre vous a un mot, un appel, un message à l'endroit de la jeunesse, comme vous voulez? C'est le mot de la fin. Professeur Sommet. À l'endroit de la jeunesse, je dirais que le pays se construit autour de valeurs. Les valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, du travail et donc d'engagement. Donc il faut que la jeunesse soit engagée et que la jeunesse essaye de retrouver les repères à travers l'éducation, même si nous sommes conscients que nous avons à réformer notre système éducatif, que la jeunesse doit retrouver ses valeurs à travers le droit, que la jeunesse peut retrouver ses valeurs à travers donc ce que nous avons comme institution, le respect des institutions, le respect de la vie, qui est une valeur sacrée. Et donc, si cette jeunesse s'inscrit dans cette perspective, elle peut s'inscrire dignement dans l'histoire, dans la construction de l'État-nation et donc dans l'histoire du Burkina. Merci beaucoup, professeur Sommet. Professeur Ouedraogo, mot de la fin. Oui, je dirais simplement qu'il faut que le gouvernement crée les conditions d'une saine participation des jeunes, parce que l'oisiveté aussi est à l'origine de pas mal de maux. Donc j'estime que par exemple pendant les vacances, on devrait sur l'étendue du territoire créer des chantiers, créer des grands chantiers dans lesquels on va inculquer le bénévolat dans l'esprit de nos jeunes. Il y a pas mal d'écoles qui sont sous paillotte. Il y a pas mal de dispensaires qu'il faut réfectionner. Si on règle le problème de la sécurité, il faut construire des grands chantiers. Et ça va permettre aussi de permettre à la jeunesse de pouvoir fraterniser sur l'ensemble du territoire national. Ouais, un bel exemple de patriotisme en tout cas. Professeur Ibriga, on termine avec vous. Non, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a les moyens de relever les défis. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui paye le plus lourd tribut. Parce que ceux-là qui montent au front, ce sont la plupart du temps des jeunes. Des jeunes, ouais. Et en ce moment, il faut que la solidarité fasse en sorte que l'on amène les autres jeunes à comprendre que le sacrifice suprême qui est fait par les uns et les autres doit permettre la naissance d'un nouveau Burkina Faso qui soit ancré dans ses valeurs
et qui mérite son nom, patrie des hommes intègres. Merci beaucoup, professeur Ibriga. Mesdames et messieurs, c'est sous ces propos que va prendre fin votre émission de débat. À vous de juger de ce jour. Nous nous sommes arrêtés un peu sur le thème central du 11 décembre et nous avons analysé les 3 sous-thèmes. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous professeur Albert Ouedraogo, qui était panéliste, professeur Luc Marus Ibriga, qui est également panéliste, et professeur Magloire Somé, qui était aussi panéliste. À la prise de son et à la réalisation, vous aviez Augustin Zapsonré. Nous tenons à dire merci au directeur de Radio Maria, monsieur l'abbé Laurent Junior Nademberga, et au chef de programme, Mathias Ganem-Touré, qui nous ont gracieusement offert leur charmant studio pour enregistrer cette émission de À vous de juger. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Au revoir. C'était À vous de juger, une émission de débat sur la RTB Radio. Réalisation, Augustin Zapsonré. Présentation, Bénédicte Zouré Sawadogo.